Non mais attendez, qu'est-ce que vous faites là les mecs? À la cave. C'est terminé la cave, maintenant 18+, c'est au grand jour que ça se passe. Ouais. Et de nouvelles formules, nouvelles saisons, tout ça quoi. Ah Il faut ouais. trouver des nouvelles idées justement pour accrocher les jeunes. Bah, venez, il faut en discuter un petit peu. Vas-y, vas-y. Il faut brainstormer. Vas-y. Alors, mais du coup, on a prévu quoi pour la prochaine? Bah, pour la prochaine, on va avoir un paquet de trucs. On aura l'avant-première de Vanquish. Ouais. On va avoir la critique de Shank. Ouais. On aura également la critique du jeu imprononçable, 99 Nines. Ouais. On aura 3000 pas plus. Et puis on aura Mafia 2. C'est bon, casse-toi. D'accord, mais du coup, on fait rien pour le TGS? Ah bah si. Les news. Capcom est l'un des éditeurs qui s'est le plus lâché en termes d'annonces 18+, sur ce TGS 2010. Parmi les titres révélés, on trouvait Asula's Wrath, dont ce trailer dévoile les premières images entre God of War 3, Bayonetta, Street Fighter 4 et 300. God of War 3 pour le côté un chouille énervé du héros central. Bayonetta pour l'univers délirant avec Bouddha géant et autres divinités revisitées de manière baroque. Street Fighter 4 pour le caractère design du héros et les petits effets visuels de transition, que vous verrez un peu plus loin dans la bande-annonce. Et 300 pour... vous avez vu le film, non? Le jeu a été développé par le studio CyberConnect 2, à l'origine des excellents Naruto Ultimate Ninja Storm, à partir du moteur Unreal Engine 3. Et son producteur n'est autre que Inafune Keiji, Monsieur Megaman, également producteur sur Onimusha et Dead Rising. Vous allez voir que dans la flopée de Beat'em All 18+, présentée sur le TGS et dans ses news, ce titre se démarque sans mal par sa cohérence visuelle et un petit côté Platinum Games des plus plaisants. On parlait de cohérence visuelle justement, et il faut avouer que ce reboot de la série Devil May Cry semble un peu partir dans tous les sens. Le sujet 64432B n'est autre que Dante dans sa version John's Fashion Victim. Le côté aérien et le mélange Gunfight Shambhala ultra stylé des précédents volets ont bien sûr été conservés. Le jeu est développé par Ninja Theory, qui avait précédemment travaillé sur Heavenly Sword, et à qui l'on doit le prochain Enslaved Odyssey to the West, édité par Namco Bandai Games. Day 13. Resume. What is your name? I will ask you again.
Histoire de rester dans le genre beat'em all bien barré, voici maintenant Shadows of the Damned, projet pour lequel Electronic Arts a réuni Suda Goichi, Mikami Shinji et Yamaoka Akira. Suda Goichi, créateur de la série No More Heroes, porte la casquette de directeur exécutif et c'est son studio, grâce au Pearl Manufacture, qui développe le jeu. Mikami Shinji, que l'on ne présente plus et qui vient à peine de terminer Vanquish pour Platinum Games, est directeur créatif. Tandis que Yamaoka Akira, Mr. Silent Hill, s'occupera bien entendu de la musique du jeu. Shadows of the Damned semble d'ailleurs partager quelques points communs avec la série Konami, avec ses créatures infernales et la promesse d'une véritable plongée en enfer. Le scénario du jeu s'articule autour d'un chasseur de démons professionnel appelé Garcia et habillé tout en cuir qui tente de sauver l'amour de sa vie. Curieusement, malgré son contexte particulier, les développeurs annoncent vouloir créer un jeu susceptible de plaire à un large public, d'où le partenariat avec l'éditeur Electronic Arts. Electronic Arts a également profité du TGS pour donner quelques infos supplémentaires sur l'un de ses gros jeux d'action occidentaux. On veut bien sûr parler de Bulletstorm, le FPS qui multiplie les façons de zigouiller ses adversaires afin de réaliser des combos et d'empocher ainsi un maximum de points. Deux nouvelles armes étaient présentées, la Gatling, classique mais ô combien efficace, et surtout le Bouncer, qui permet de projeter des cannonballs et de jouer avec ensuite. On peut ainsi les faire rebondir, les kicker et ainsi de suite. De nouvelles manières d'exploser ses ennemis en utilisant l'environnement de jeu étaient aussi visibles, comme le coup de l'ascenseur. Développé par People Can Fly et Epic Games, qui fait des infidélités à Microsoft, Bulletstorm semble définitivement partir dans la bonne direction pour se distinguer brutalement du FPS façon Modern Warfare. Parmi les news ayant fait beaucoup de bruit durant ce TGS, on notera l'annonce de Steel Battalion Heavy Armor sur Xbox 360. Pourquoi relever l'information? Eh bien pour la simple et bonne raison que ce titre Capcom utilisera la technologie Kinect. Pour rappel, Steel Battalion sur Xbox se démarquait principalement par son énorme contrôleur qui comptait une quarantaine de boutons. Cette annonce de développement pour Kinect suscite donc une certaine inquiétude chez les fans du premier épisode, ces derniers ayant peur de voir la série perdre, ce qui faisait une partie de son charme. Autre motif d'inquiétude, le développeur, qui n'est autre que From Software. Si le studio japonais n'en est pas à son premier jeu mettant en scène des mechas, notamment à travers son travail sur la série Armored Core, il faut avouer que la qualité de ses productions spécifiques n'a pas toujours été au rendez-vous. L'initiative reste toutefois originale, comme le background d'ailleurs, qui devrait placer le joueur en 2082, dans un futur alternatif dépourvu d'une grosse partie de sa technologie. Les fans de Resident Evil 5 sur PlayStation 3, souhaitant se refaire une nouvelle fois l'excellent jeu d'horreur action orienté coop de Capcom, ont une excuse toute trouvée. RE5 ressort en effet dans une Gold Edition, Special Move, qui permet de jouer dans tous les modes avec les nouvelles manettes à détection de mouvement de la console. Le mode split screen sera donc bel et bien géré, heureusement, et on pourra donc viser les monstres à l'aide du Move, tout en déplaçant la caméra grâce au stick. En ligne et en split, les joueurs non équipés pourront aussi jouer avec les possesseurs d'une manette Move. Enfin, sachez qu'un update gratuit est également téléchargeable, ce dernier se limitant malheureusement aux joueurs ayant acquis l'édition Gold. Captain Josh Stone, VSAA West Africa Branch. The helicopter's waiting on the other side of this mountain range. Josh, I'm sorry, but I have to go to the communication facility. There's something I have to tell Chris. The chopper is waiting for us beyond the communication facility, so we are heading in the same direction. Sega nous avait confirmé la sortie occidentale de Yakuza 4 lors du dernier eCube et profite de ce TGS pour en remettre une couche avec un tout nouveau trailer de ce titre toujours exclusif à la PS3.
Pour la première fois, le jeu permettra d'incarner 4 personnages différents. Outre Kazuma, déjà bien connu des services pour ses frasques dans les 3 premiers épisodes, vous pourrez désormais explorer Tokyo dans la peau d'un ancien détenu, d'un créancier ou encore d'un policier corrompu, avec pour chaque protagoniste des objectifs et un système de combat différent. A noter également le retour des bars à hôtesses, censurés dans l'épisode précédent, qui permet tout simplement de se détendre en compagnie de charmantes jeunes femmes. Aussi, pour le public japonais présent sur le stand et ayant déjà vécu l'expérience Yakuza 4, un nouveau jeu toujours tiré de ce même univers était présenté, Yakuza of the End. Si les informations sont assez maigres sur ce spin-off, on sait déjà qu'il sera question de trucider du zombie en coop à 4 dans un third-person shooter réunissant certaines grandes figures de la série. Voici maintenant quelques extraits de la longue vidéo de gameplay du prochain BioShock Infinite diffusé par Irrational Games sur le Xbox Live. Cette vidéo in-game, d'une durée de 10 minutes, est désormais visible sur le site officiel du jeu, mais également sur No Life Online. Et oui, elle déchire tellement qu'on a convaincu Seb de la diffuser exceptionnellement sur le site en accès gratuit. Le développeur a tenu à préciser 10 choses suite à la diffusion de ce long extrait de gameplay, histoire de répondre au feedback des joueurs craignant un jeu trop scripté. La ville de Columbia sera vivante et comprendra des habitants capables de réagir de façon variée et imprévisible. Le personnage incarné est cette fois-ci bien défini. Il s'agit de Booker DeWitt, un ex-membre de la célèbre agence de détective Pinkerton, créée aux US en 1850. Le personnage qui vous accompagne, Elizabeth, sera à même de vous aider, mais uniquement si vous le souhaitez. BioShock Infinite est situé durant une période agitée et charnière de l'histoire américaine, à la fin du 19e siècle, alors que la guerre civile et l'assassinat du président Lincoln étaient encore dans toutes les mémoires. Les rails aériens pourront être utilisés pour se déplacer, mais serviront aussi durant les combats afin d'élargir le champ tactique du jeu. Les combats, justement, proposeront beaucoup plus d'ennemis que dans le BioShock original et ils attaqueront en masse. Le jeu mettra à profit un nouveau moteur et n'utilisera pas le code ou les assets des jeux précédents. Le studio Irrational voit BioShock comme un univers ouvert et ce que cela implique deviendra plus clair au fil des annonces. Columbia est composé d'immeubles flottants semi-autonomes possédant tous des particularités uniques en termes de gameplay. Enfin, 10e et dernier point, 2 factions s'affronteront pour le contrôle de la ville. Voilà. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre 2012 à moins que le studio ne décide de surprendre tout le monde en sortant leur jeu l'année prochaine. On peut rêver, non ? We got him! Elizabeth? 3 cheers for us, eh? That was the one who was chasing you, right? No, that wasn't him. That wasn't him. That's him! Ubisoft a profité du TGS pour rappeler qu'Assassin's Creed Brotherhood, la suite des aventures d'Ezio, sortait bel et bien en novembre prochain sur Xbox 360 et PS3.
Cet épisode, qui inclut pour la toute première fois dans la série une dimension multijoueur, vous proposera de diriger toute une bande d'assassins ligués contre l'ordre des Templiers, le tout au cœur de la capitale italienne. Si cet épisode reste focalisé sur la vengeance d'Ezio, l'histoire de Desmond, le protagoniste du présent, devrait également connaître pas mal d'événements mouvementés. Enfin, comme bien souvent, les trailers d'Assassin's Creed sont accompagnés de musique relativement bien inspirée. Ici, Burn My Shadow Away, interprété par Uncle. Le jeu sera disponible le 18 novembre sur PS3 et Xbox 360 et début 2011 sur PC, et fera bien évidemment l'objet d'une critique dans Classé 18+. And burn my shadow away. And burn my shadow away. Burn my shadow away. Le très attendu DLC multijoueur Menteur et Tricheur s'est offert une sortie pour le moins houleuse sur le PSN. Annoncé pour un peu moins de 10 €, ce pack fut en effet vendu pendant quelques heures aux environs de 17 €. Bon, l'erreur a depuis été corrigée, mais on ne sait pas encore si les joueurs impatients et un rien fébrile du Siku seront oui ou non remboursés. Le vendredi précédant la première diffusion de cette news, Sony et Rockstar se renvoyaient encore la balle. Ceci dit, le DLC lui-même propose un contenu multi à même de satisfaire les fans. Parmi les nouveautés, on compte les courses de chevaux, les modes forteresse, une réserve de chasse avec des loups, des cougars, des sangliers, mais aussi des lynx, 7 nouveaux repères de gang, nettement plus difficiles avec des dizaines de types ultra résistants qui débarquent, sans oublier les habituels nouveaux défis, trophées, armes, comme le fusil à balles explosives, et puis les nouveaux personnages. 15 persos de la campagne solo sont dorénavant jouables, dont la blonde Bonnie, Seth le Fossoyeur, sans oublier John Marston, bien sûr. Mais ce que la plupart des joueurs attendaient, c'était le poker en ligne, ici jouable à 6. 2 types de poker sont accessibles, le poker menteur et le Texas Hold'em. Ce dernier intègre les règles tournoi, avec les blindes qui augmentent régulièrement. On appréciera tout particulièrement le fait de pouvoir réellement observer ses adversaires, les animations des personnages donnant des indications habituellement absentes du poker en ligne classique. On peut par exemple voir les joueurs qui regardent leurs cartes ou capter un adversaire en train de nous dévisager. Rassemblez votre bande. Détail important, désormais, lorsque l'on meurt en mode exploration, on peut choisir sa zone de respawn, histoire de ne pas être canardé par des petits campeurs de merde. Et comme il s'agit du pack Menteur et Tricheur, il y a bien sûr des chemins moins respectables à emprunter, afin de vous assurer de terminer premier avec votre cheval. Après une course, pourquoi ne pas jouer à une partie de cartes ou de dés? Les fans de Red Dead Redemption ont requis des parties de poker multijoueurs en ligne. Vous pouvez écumer les tables en bluffant quelqu'un aux cartes ou en jouant au jeu de dés, le Liar's Dice. Plus vous jouez, plus vous accumulez de points d'expérience. Sinon, partez chasser dans l'un des 4 nouveaux territoires de chasse. Partez à la recherche des lynx dans Rocamadeira. Pour chasser les loups. Broken Tree est rempli de sangliers. Ou chasser les cougars. Le pack Menteur et Tricheur de Red Dead Redemption est une large et complète extension de l'expérience multijoueur, disponible en téléchargement le 21 septembre. C'est désormais officiel, Duke Nukem Forever sortira bel et bien en 2011 sur console HD et PC. Cochon qui s'en dédie. Le jeu, dont les droits appartiennent à 2K Games, est actuellement en développement chez Gearbox Software, les développeurs de l'excellent Borderlands. Et on termine ces news 18+, en beauté avec le tout dernier trailer de Deus Ex Human Revolution, diffusé à l'occasion du TGS 2010. You look like a new man. Right. Fresh out of the package. I'm sorry for what happened to you. To her. We are being attacked by an invisible enemy. They conceal. They manipulate. They're more than human.
They are like you. Find them. All the hate, all the violence, all the lies. All of it has a source. And they are tearing this world apart. They control everything. Even our minds. And I have to stop them. Well, looky here. We got us a Boy Scout. World. But you can see it from here. Tu vois, classé 18+, pour la nouvelle formule, il faudrait aborder l'émission comme si on était des développeurs de jeux vidéo. En fait, il faudrait devenir les Platinum Games de la télé. Il faudrait réussir à faire l'émission la plus classe du monde. Tu vois, ce serait notre objectif. Tu vois, exactement comme le menu de Vanquish. Il faudrait que ce soit un truc aussi classe que ça. Classé 18+. Ah, bien. Une source de chaleur se déplace dans les fondations. Il me faut plus d'informations que ça. Lorsque l'on parle de jeux d'action japonais sur console HD, il y a Platinum Games et les autres. Le studio, érigé sur les fondations de Clover, à l'origine de Beautiful Joe et Okami, s'est en effet rapidement imposé comme le spécialiste japonais du genre. Après Mad World sur Wii et Bayonetta sur 360 et PS3, deux jeux orientés beat 'em all, Platinum Games s'attaque avec Vanquish au third-person shooter façon Gears of War. Produit par Mikami Shinji, le papa de Resident Evil, mais également le producteur exécutif de la série Dino Crisis, de Beautiful Joe et de Killer 7, pour n'en citer qu'une poignée, Vanquish devait répondre à un unique impératif, avoir la métaclasse. Et Sam Gideon, le héros du jeu, est un pur produit Platinum Games. La clope au bec, dès qu'il peut se poser une petite seconde entre deux séquences d'action débridées, il est l'un des concepteurs de l'ARS, l'Augmented Reaction Suit. Chargé de tester cette combinaison de combat sur le terrain, par l'agence DARPA, Sam se voit également confier une mission secrète qui l'amène à régulièrement se confronter au chef des Marines, le lieutenant-colonel Robert Burns. Un personnage qui aurait tout à fait sa place dans la team de Marcus Phoenix. L'ARS est le plus stylish du jeu. Durant sa production, les développeurs se sont en effet rendus compte que se balader dans les niveaux n'avait rien de bien folichon, d'où l'idée d'équiper la combi de Jets. À partir de ce moment, le personnage s'est mis à glisser sur le terrain comme un hockeyeur sous en fait, grâce à la fonction boost de sa combi, conférant ainsi au gameplay un aspect frénétique des plus grisants. Le moteur graphique utilisé est celui de Bayonetta qui a été retravaillé. Le renderer a ainsi été réécrit pour implémenter une technique appelée Deferred Rendering qui permet de multiplier les lumières dynamiques. A noter également que les versions PS3 et Xbox 360 ont été réglées pour proposer un rendu similaire, ce qui n'était pas le cas de Bayonetta, notoirement plus beau sur 360 que sur PS3. Platinum Games s'est aussi imposé une contrainte malheureusement encore aujourd'hui trop rare, un framerate à 60 images par seconde, qui assure au jeu une fluidité de tous les instants et une sensation de réactivité contribuant grandement à l'immersion. Mikami désirait en effet que le joueur se sente impliqué dans une guerre à grande échelle. Sam est donc accompagné d'autres soldats qu'il pourra relever lorsqu'ils sont au sol, gagnant dans l'opération un petit upgrade d'armes. Le fait de ramasser plusieurs fois la même arme augmente ainsi leur efficacité, exactement comme dans un shoot 'em up. Bien sûr, Vanquish intègre aussi les impératifs du genre, cover system, roulade d'esquive, armes multiples, slow motion et ainsi de suite. Le slow motion se déclenche d'ailleurs automatiquement lorsque le joueur est touché, ce qui lui permet d'achever un ennemi trop agressif ou au contraire de se mettre à l'abri le temps que sa jauge se recharge. La version preview nous a permis de découvrir des séquences de jeu absentes de la démo, comme une phase se déroulant dans l'obscurité d'un tunnel ou un combat incroyable avec un ennemi doté d'une combinaison similaire à celle de Sam. La variété devrait pour le coup être au rendez-vous, même si le jeu paraît encore assez linéaire. On peut aussi s'interroger sur la replay value de ce titre et regretter l'absence de mode coop et multi. Mais en l'état, Vanquish impressionne par son gameplay hystérique, résolument too much, et la qualité de sa réalisation technique. Le jeu sort dans un mois environ, et nous avons hâte de pouvoir vous proposer une critique complète. Frappons-les de toutes nos forces, ils le regretteront.
Alors, Vanquish, bien dynamique, il y a des flingues, ça pète dans tous les sens. T'as vu les images comme moi, quoi. Ouais. C'est hallucinant. Les mecs font un boulot de malade en termes de réalisation, en termes techniques, ils sont super au point. Moi, il y a un truc qui me tient à cœur, c'est les 60 images par seconde. Enfin, un jeu complètement fluide, parce qu'il y en a un paquet qui se foule pas pour nous filer genre des trucs un peu optimisés. Donc, mais par contre, je trouve que c'est le jeu un peu violent, quoi. Et les gens sont lassés de tout ça. Ils sont lassés de la violence. Ils sont lassés du 18+, du sang. Dans l'émission classée 18+, par exemple, on a tué un ours blanc, on a tué 3 fois Jonathan, on a tué des gens, on a tué Cyril. Ouais, mais Cyril le méritait en vrai. Cyril le méritait, c'est pas faux. Mais quand même, je pense qu'il faut passer à autre chose. Il faudrait trouver de nouvelles idées. Genre, t'as un des niveaux de Shank, par exemple, qui se passe entièrement en ombre chinoise. Ça, ce serait classe. Présenter 18+, classé 18+, en ombre chinoise. Non? Les plateformes de téléchargement telles que le Xbox Live Arcade et le PlayStation Network ont permis la résurgence de genres que l'on croyait disparus depuis bien longtemps dans les limbes vidéoludiques. Shoot'em up, puzzle game ou bien, comme dans le cas qui nous intéresse ici, beat'em all. Quel gamer ayant connu les années 80-90 ne se souvient pas avec émoi des premiers coups de tatane qu'il a généreusement distribués à des hordes de loupards? Ce sont ces souvenirs attendrissants de violence décomplexée que nous propose de raviver Klei Entertainment avec Shank. Mais comme le combat à main nue est devenu has-been, le studio a eu la bonne idée de les remplacer par des doubles flingues et une tronçonneuse. Pour commencer. Et qui donc pourrait contester le bien fondé de ce parti pris? Car comme le dit si bien Chuck Norris, je mets les pieds où je veux, et c'est souvent dans la gueule. Le scénario de Shank est, comme le veut traditionnellement le genre, du style à tenir sur un ticket de métro, en écrivant gros. Mais bon, ça n'empêche pas d'en parler un peu malgré tout. Donc au début, on voit Shank par terre, et des gens pas sympas enlèvent sa copine en faisant des rires de grands méchants sadiques, et on comprend que c'est un flashback. Ensuite, il arrive dans un bar et il essaie de savoir où est le boucher. C'est un des méchants juste avant. Le patron lui dit qu'il sait pas, mais en fait il téléphone à un homme mystérieux qui lui dit de le tuer. Shank, hein, pas le boucher. Finish him. Got it. Hit him. Alors Shank, il est pas content et il décide de tuer tout le monde dans le bar. Après, il sort dans la rue et plein de méchants lui tombent dessus. Alors il s'en débarrasse et il finit par arriver sur un ring de catch et c'est le premier boss fight. Quand il gagne, il croit qu'il a tué le boucher, mais il se rend compte que c'est pas lui. Alors il continue d'avancer. Et de temps en temps, on voit des flashbacks qui nous expliquent un peu plus à chaque fois pourquoi Shank est tellement pas content contre tout le monde. Donc bon, bref, vous avez vu Kill Bill ? Eh ben, vous connaissez déjà la majeure partie des tenants et aboutissants de la dramaturgie shankienne. Mais laissons de côté ces considérations bassement scénaristiques pour nous intéresser à l'essentiel, à la question qui brûle toutes les lèvres. Comment on tape ? La plupart du temps, de 3 manières différentes. Au couteau, très vif et ne laissant que peu d'ouverture mais peu efficace. Avec une arme un peu plus bourrine, au départ une tronçonneuse, mais vous pourrez trouver d'autres joujoux rigolos pour vous frayer un chemin dans les rangs adverses. Double machette, chaîne et katana pour ne pas les citer. Et enfin, avec des armes à feu, double pistolet, fusil à pompe et Uzi deviendront bien vite vos meilleurs amis. Mis à part ces procédés courants d'extermination, vous pourrez également recourir à vos grenades en nombre limité pour nettoyer le terrain si les ennemis se montrent un chouïa trop insistants. En choper certains afin de leur expliquer la vie en tête-à-tête, ou leur bondir dessus tel un wallaby assoiffé de sang pour donner libre cours à vos plus vils instincts. Le jeu ne privilégiant pas forcément l'aspect technique dans l'exécution des commandes, un bon gros bouton machine des familles vous donnera de bonnes chances d'obtenir un combo sympathique et stylé. Vous pourrez aussi occasionnellement récupérer les lance-flammes et gatling de certains ennemis pour un défouraillage en règle, oubliez toute subtilité lors de ces passages et profitez des cris d'agonie de vos victimes impuissantes. Petit bémol à l'utilisation de ces armes lourdes. Vous êtes lent et cloué au sol lorsque vous les portez, ce qui fait que vous serez forcé de les abandonner derrière vous au premier obstacle à sauter, assez vite donc. Cependant, l'attaque ne fait pas tout. Pour tabasser toujours plus de méchants, il vous faudra également parer et esquiver leurs coups avec le bon timing. Il sera même plus ou moins nécessaire de recourir à ces techniques défensives si vous voulez dépasser l'espérance de vie d'un lemming et mener à bien la quête de vengeance de Shank. Il ne suffit pourtant pas de taper des gens pour aider Shank, il faudra en effet aller à leur rencontre.
Les pauvres étant quelque peu timides, ils attendront que vous ayez atteint un certain point de la map avant de débarquer en nombre et de vous assaillir de tous côtés. Le bon côté, c'est que vous ne risquez pas de vous perdre dans le jeu. Globalement, si vous allez vers la droite, vous devriez vous en sortir sans trop de problèmes. Pour pallier cette routine inhérente aux beat'em all dans leur ensemble, le level design oblige néanmoins à réaliser moult escalades, courses murales et acrobaties diverses, parfois accompagnées d'un ralenti bien senti pour toujours plus de casse. Une fois l'aventure solo pliée, vous pourrez, si vous avez un partenaire consentant sous la main, vous pencher sur l'aspect multi du jeu. Ce dernier consiste en un mode coop jouable uniquement en local, qui retrace le passé de Shank et les raisons qui ont conduit ses anciens employeurs à commanditer son son zégouillage. Accompagné de son acolyte mexicain clone, disposant des mêmes mouvements, armes et capacités, Shank a pour mission de réduire à l'état de bouillie sanguignolente diverses cibles, ainsi que leurs centaines de gardes du corps. Cette coopération ajoute quelques nouvelles possibilités à la panoplie de mouvements de Shank et de son partenaire, double saut, chope à deux, etc. Les taquins pourront même s'amuser à jouer à saute-mouton. Pas franchement en accord avec l'ambiance générale du soft, mais ça détend entre deux charclages de Sophie. Fort d'une esthétique 2D et d'une ambiance très travaillée, Shank est très joli et en met plein la vue que ce soit in-game ou durant les scènes cinématiques. Certains passages durant lesquels on se bat à contre-jour sont saisissants et apportent une classe indéniable à la bataille. Au cours de ceux-ci, Shank et ses opposants ne sont visibles qu'en ombre chinoise et n'apparaissent véritablement qu'à la lueur des coups de feu. Les différents protagonistes du jeu sont hauts en couleur et ont eux aussi beaucoup de charisme malgré ou grâce à un design très particulier et anguleux. Les affrontements contre les boss sont mémorables et nécessitent l'utilisation d'une tactique particulière que le jeu vous livrera d'ailleurs sur un plateau en cas de défaite. Dommage, on aurait aimé pouvoir au moins désactiver ces pop-up dead qui gâchent un peu le plaisir de la recherche. Au niveau des regrets, on citera aussi la maniabilité parfois un peu imprécise. Il sera par exemple fréquent de ramasser un item ou une arme lourde en voulant frapper un ennemi, cette action étant assignée à la même touche que l'attaque rapide. Sachant que le soin est consommé instantanément, même si votre vie est au max et que les Gatling mettent quelques instants à chauffer avant de tirer, laissant ainsi tout le temps nécessaire aux adversaires vous entourant de vous en mettre une, cela peut vite s'avérer irritant. De plus, à deux, cette même touche sert également à ressusciter votre partenaire lorsqu'il n'a plus d'énergie, le game over n'intervenant que lors de la défaite simultanée des deux joueurs. Ajoutez à cela beaucoup de monde à l'écran et un zoom out pour contenir toute l'action, et bonne chance pour savoir où vous vous trouvez dans cet imbroglio et agir en conséquence. Ceci dit, le plaisir de jeu ne souffre pas trop de ces quelques défauts et c'est avec joie que l'on se fraye un chemin dans les hordes d'ennemis à coups de couteau, de tronçonneuses et de flingues en tout genre. Un point très agréable du mode coop est le fait que tous les boss nécessitent une véritable entente entre les deux joueurs et sont quasi insensibles aux attaques normales. Il vous faudra souvent créer l'ouverture avec un joueur afin que le second en profite pour passer à l'attaque. L'affrontement contre le chef du SWAT est l'exemple parfait de ce type de coopération. Shank possède malheureusement une durée de vie assez réduite, les modes solo et coop vous occupant au total une petite dizaine d'heures. Les plus téméraires pourront recommencer l'aventure solitaire en hard avec des ennemis plus résistants et vindicatifs et surtout aucun checkpoint. Si vous avez le malheur de mourir, vous êtes bon pour recommencer le niveau dans son intégralité au lieu de respawner peu avant l'incident fatal. Une manière quelque peu abusive d'augmenter le challenge, mais bon, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Vous aurez aussi la possibilité de débloquer une poignée d'artworks et une dizaine de costumes alternatifs pour Shank, mais rien qui transcende véritablement l'expérience de jeu. Il est à noter que le très bon soundtrack du soft est disponible gratuitement sur le site officiel du jeu. Une dernière chose, comme vous l'aurez sans aucun doute remarqué dans les extraits diffusés au cours de cette critique, le jeu est intégralement en anglais et ne comporte aucun sous-titre durant les scènes cinématiques. Hey, Butcher. Shank. I'd kill you now, friend, but I want you to hear her scream. Les non-anglophones éprouveront donc sans doute quelques difficultés à saisir les subtilités des relations entre les différents protagonistes. Mais la trame du jeu est somme toute peu complexe, donc rien de rédhibitoire à l'horizon. Au final, pour un peu moins de 15 €, Shank est un très bon beat'em all, sans révolutionner le genre, s'avère très fun et auquel on rejouera avec plaisir avec des amis le temps d'une soirée. Tu veux que je te dise en vrai, Thierry? Ouais. Pour la nouvelle formule de Classé 18+, regarde ce qu'on pourrait faire. Classé 18+, c'est une émission qui met en avant les jeux dans lesquels il y a de la violence, dans lesquels il y a du darkness, dans lequel il y a du malsain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement, tu prends les sous des abonnés,
ok? Et avec, tu descends dans la cave, tu construis un puits. Moi, parallèlement, je me laisse pousser les cheveux, ok? Et en plus de tout ça, ce qu'on pourrait faire éventuellement, c'est engager une chorale de petites filles, tu vois, qui seraient habillées en robe de mariée, mais des robes de mariée un petit peu sales, tout ça, tu vois, un petit peu noir, un petit peu comme ça. Et éventuellement, pour chaque lancement de jeu, comme par exemple, je sais pas, le lancement de 99 Nights 3, ce qu'elle pourrait faire, c'est lancer le jeu dans un langage ancien, genre l'araméen, tu vois, mais tout ça à l'envers. En gros, ça donnerait, et tout de suite, la critique de Rang Frodo. Enfin là, c'est de l'elfique, mais tu... Ok, bah écoute, c'est ok si tu construis le puits. Ah, j'avais pas prévu. Titre exclusif à la Xbox 360, 99 Nights était un beat'em all censé apporter une note de Japon sur une console très occidentale. Trop moyen et manquant de finition, ce premier épisode n'a pas convaincu les Japonais, pas plus que le reste du monde. Pour le développement de cette suite, sobrement intitulée 99 Nights 2, c'est Free Plus qui accompagne désormais Q Entertainment. Connu pour avoir participé à la production de Lost Odyssey, Phil Plus a depuis déçu avec Ju-On, un jeu d'horreur développé pour la Wii. Quant à Q Entertainment, il s'agit du studio de Mizoguchi Tetsuya, qui travaille en ce moment sur le très attendu Child of Eden. Pas spécialement attendu par les possesseurs de Xbox 360, 99 Nights 2 est-il parvenu à combler les failles du premier épisode? La cinématique d'introduction n'y va pas par quatre chemins. Le royaume est mis à feu et à sang par les hordes du Seigneur des Ténèbres. Galen, une sorte de grosse brute peu loquace, n'a plus rien à perdre et ne vit que pour venger les siens. Il se rend alors au palais de la princesse Sephia et propose ses services. Dans 99 Nights 2, vous débutez l'aventure avec Galen. Mais passé la première mission, vous débloquez un nouveau personnage. Au total, 5 guerriers sont jouables. On retrouve le barbare, l'elfe, le guerrier polyvalent, la femme fatale, bref, que du classique. Chacun des avatars possède néanmoins un scénario dédié, s'entrecroisant parfois avec les autres. Magni. Huh? Well, look who's here. What's a princess doing in a smelly dungeon like this? I'm sure it's not to enjoy the view. Q et Phil Plus reprennent les bases du premier épisode, un nombre conséquent d'ennemis à l'écran mêlés à des attaques dévastatrices. Le principal atout de cette séquelle, son mode de combat étoffé. Ça tombe bien, on est là pour ça. Et votre avatar possède plus d'une corde à son arc. Le bouton X déclenche une attaque de base, faiblarde mais rapide. Elle vous permettra d'enchaîner facilement les combos. Le bouton Y, lui, lance une estocade plus puissante et peut être combiné avec le bouton X. La possibilité d'attribuer soi-même 4 techniques permet aux joueurs de varier les enchaînements et de dynamiser une séquence de jeu selon la violence de son humeur. Ces techniques s'apprennent au fur et à mesure de votre progression et peuvent également évoluer. Certaines sont bien cachées dans les niveaux et vous forceront à ratisser le moindre recoin. À côté des techniques, vos persos ont chacun une aptitude à part, dont on se sert à des moments précis. On regrettera tout de même leur utilisation très limitée. Un beat'em all massif sans magie perd une part de sa crédibilité. Encore une fois, 99 Nights 2 reprend les préceptes de base. Ainsi, vous disposez d'une barre de magie située en dessous de votre jauge de vie, qui se recharge en taillant la chair ennemie. Il est aussi possible de trouver des points de magie cachés dans des jarres ou des boîtes. Cette jauge, divisée en 3 parties, définit la puissance de votre attaque spéciale. On peut la déclencher à tout instant en appuyant sur RB, lâchant une furie spectaculaire. Il est possible de choisir les missions sur une carte principale et avant d'entrer dans le feu de l'action, un menu maigrelet permet de configurer le personnage sélectionné. Vous pouvez ainsi augmenter son niveau avec les orbes récoltés, celui de ses armes, armures, etc. Les missions, si elles ne sont qu'un prétexte pour pourfendre sans compter, auraient tout de même pu se diversifier. Vous passerez le plus clair de votre temps à actionner des mécanismes qui ouvrent des portes ou débloquent d'autres mécanismes qui, quoi qu'il arrive, ouvriront un jour ou l'autre une énième porte. Le jeu vire vite dans l'apprenti serrurerie et s'en devient rébarbatif.
Heureusement, certaines séquences font alterner les genres, comme la plateforme rivalisant parfois d'ingéniosité avec un certain Mario Galaxy, ou l'interaction avec les décors. En cherchant à impressionner, 99 Nights 2 s'embourbe et se piège finalement lui-même, victime du paraître. Quel paraître? Celui de furie visuellement dévastatrice, mais finalement peu efficace. Celui d'un compteur de combos qui défile plus pour vous donner l'artificielle satisfaction de bien jouer. Au bout d'une heure de jeu, difficile de rester dupe. D'autant que la difficulté totalement arbitraire du jeu oblige à faire le plein d'expérience. Oui, vous serez amené à faire de leveling. Et cette chasse au point s'avère fastidieuse, tant les ennemis de base ne proposent aucune technique particulière, même si une salle spéciale permet de faire sa petite provision d'XP. Résultat, il vous faudra recommencer certaines missions du début en espérant avoir le niveau suffisant. Ajoutez à cela des points de sauvegarde irréguliers, des items de soins quasi inexistants, des ennemis aussi fins qu'une chanson de Patrick Sébastien, et vous aurez une idée de la tristesse du gameplay offert par ce jeu. Tributaire d'un nombre généreux de défauts, 99 Nights 2 sombre complètement par ses choix absurdes, contraires au grand défouloir promis. D'une monotonie à toute épreuve, il ne satisfera pas grand monde. Ni les amateurs du genre, qui le trouveront pauvre en termes de contenu et peu consistant. Ni les autres qui seront vite rebutés par son esthétique sans imagination et l'ennui qu'il dégage. Alors on pourra toujours lui trouver quelques qualités, comme le prix low cost de 30 €. Mais à ce prix-là, on vous conseille plutôt de prendre Scott Pilgrim et Final Fight sur le XBLA. Tu vois, je comprends ton point de vue sur le côté genre plus de darkness, tu vois, aller accompagner davantage le contenu 18+ de l'émission. Voilà. C'est vrai qu'on en traite, tu vois, des jeux sanglants, genre on vient d'en voir un par exemple, mais c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on parle trop de jeux de 18+. Et moi je check les forums, je regarde un petit peu le feedback des gens, des spectateurs, etc. Et eux, ce qu'ils adorent, c'est 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu 3+. C'est leur grand kiff. Ils regardent Classé 18+ uniquement pour ça. La Maison du Style, ça cartonnait en termes d'audience, mais on a fait un truc de ouf. Et genre le jeu, les ventes ont explosé quoi, suite au traitement justement dans Classé 18+. Il faudrait qu'on arrête avec les 18+, c'est que des suites, tu vois, genre on en a marre des FPS, des beat'em all, tout ça. Il faut faire Classé 3+. Tu vois, Classé 3+, ça en plus, ça sonne mieux, moi je trouve. Je pense que les gens, ils sont pisses sur nos lives, tu vois. Il faut du 3+, quoi. C'est bien 3+. Bizarre. Ouais, mais mieux. On avait parlé dans un précédent 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu 3+, de Mario comme étant le roi des 3+, The King of 3+. Mais en fait, c'était faux. Le roi des 3+, c'est Tetris. Sorti sur DS en 2006 sous le titre évocateur de Tetris DS, soit quelques mois avant la disponibilité de la DS Lite en France, le jeu d'Alexei Pajitnov a largement contribué à la popularisation des consoles portables et de la Game Boy en particulier. Développé cette fois-ci par Hudson Soft, d'où la possibilité de choisir parmi les avatars proposés celui de Bomberman, Tetris Party Deluxe aligne plus de 20 nouveaux modes de jeu ainsi que la possibilité toujours de jouer en ligne. On pourra ainsi faire du multi sans fil et avec une seule cartouche jusqu'à 8, ou jouer avec des potes russes jusqu'à 4 via la connexion Wi-Fi Nintendo. D'où le Tetris Party. Le Deluxe, lui, est là pour bien distinguer ce titre de Tetris Party, également développé par Hudson, mais uniquement pour la Wii en 2008. Le solo n'est pas négligé, avec pas moins de 8 modes distincts. Marathon, demandant d'éliminer 150 lignes avec le meilleur temps et le meilleur score possible, on regrettera d'ailleurs que la même musique tourne toujours en boucle, là où elle changeait sur Tetris DS pour enchaîner les thèmes Nintendo. Bataille ordinateur, qui vient simuler une partie multi avec l'IA. Escalade, où il faut créer des plateformes pour guider un grimpeur, attention à ne pas le coincer. Ombre, nécessitant de placer des pièces sur les ombres. Course avec obstacles et nécessité d'atteindre la 400e ligne, idéale pour apprendre à faire des rotations infernales. Sprint, ou comment se faire 40 lignes de Tetrominos le plus vite possible. Maître, émulant le fameux Grandmaster si apprécié des super players. Et enfin le mode bombe, où il faut utiliser des morceaux de bombe pour désintégrer les lignes. Il est bien sûr possible de procéder à tout un tas de réglages avant chaque partie, avec ou sans ghost, choix de la musique, de l'arrière-plan tristounet, du niveau de départ, etc.
Le jeu propose aussi la possibilité de suivre ses progrès via un système de statistiques. Côté gameplay, évidemment, c'est du classique, mais du classique solide. Il sera par exemple toujours possible de garder une pièce en réserve et de l'échanger à tout moment avec une autre en train de tomber, comme sur le premier Tetris DS. Les spécialistes pourront aussi réaliser des T-spins et autres L, J, S et Z-spins pour faire rentrer des pièces dans des espaces a priori inaccessibles. Des blocs objets permettront aussi, une fois la ligne des contenants effacée, de stocker jusqu'à 3 objets max sur le côté droit de l'écran. Et enfin, détail pointu, il n'est désormais plus possible de tourner une pièce à l'infini, ce parti de luxe se mettant ainsi à jour des règles de base du Tetris moderne en reprenant les acquis de la référence Tetris Grandmaster. Sachez que le jeu est aussi sorti sur Wii et qu'il propose même la possibilité de jouer avec le Wii Stick, le volant ou encore avec les pieds grâce au Wii Balance Board. Je sais, ce n'est pas très sérieux. On notera également l'indifférence générale dans laquelle ce jeu est sorti, comme si trop de Tetris tuait le Tetris. Pourtant, cette version s'avère être la plus complète à ce jour, même si on regrettera les petits plus de la version précédente développée par Nintendo, comme la présence des thèmes de Zelda et compagnie. Tu sais quoi, Thierry, en fait, j'ai l'impression que depuis le début de cette discussion, on se fourvoie. Pourquoi? Parce que classé 18+, les gens y regardent parce que ça s'appelle classé 18+. Ça veut dire quoi? Ça veut dire classé 18+, du contenu 18+. Et qui dit contenu 18+, dit contenu pour adultes. C'est vrai ou c'est pas vrai, Jonathan? Voilà. Les gens, ils veulent du cul, c'est tout. Il n'y a pas de secret, Thierry. Il n'y a pas de secret. Les gens, ils veulent du cul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, écoute, on loue un minibus, ok? Ouais. On tourne dans Paris. On repère, je sais pas, mettons une fille entre 20 et 30 piges, un truc comme ça. On la fait monter, on l'invite, tu vois, tu me laisses, je la cherche et tout, on la fait monter, ok? Pour chaque plateau de lancement, on lui donne un billet de 20$, et puis du coup, elle retire un vêtement, une chaussure, ce que tu veux, un truc de ce style, voilà. Et puis éventuellement, à la fin de l'émission, ce qu'on pourrait faire, si on fait genre, on la raccompagne chez elle, mais en fait, elle n'est pas chez elle, parce qu'elle n'a pas regardé dehors, elle est bête, tu vois. Et donc, au moment où elle descend du minibus, ce qu'on fait, c'est qu'on ferme la porte, ok, on trace, et puis on termine l'émission en se faisant un high five. Et en faisant éventuellement le lancement d'une critique genre, ouais, bien joué, et tout de suite, Mafia 2, tu vois. Ça, c'est bien, ça. Je sais pas, c'est pas très 3+, tout ça. Au cinéma, comme dans les jeux vidéo, la thématique de la mafia possède son lot de fans inconditionnels. Et c'est vrai que des films comme Les Affranchis, Casino ou Donnie Brasco constituent de vraies raisons d'aimer le genre. On attendait donc de Mafia 2, développé par Touquet Check, à qui l'on doit aussi le premier titre de la gamme, qu'il nous bluffe scénaristiquement, qui nous propose du gunfight à gogo, des scènes d'enterrement crado dans un bois, du racket, de la visite de bordel de luxe, et des répliques aux bons accents siciliens. Ta gueule, Oufia! Beaucoup attendaient aussi un GTA-like avec la liberté d'action de Nico Bellic. Et il est vrai que ce Mafia 2 a le goût de l'open world, qu'il sent l'open world, qu'il se regarde comme un open world, mais, puisqu'il y a un mais, qu'il n'en est pas un. Après tout, rien de grandement étonnant puisque Mafia premier du nom n'était déjà pas un GTA-like, mais un hybride étrange entre le jeu d'action et l'open world. La question reste tout de même soulevée. Le jeu nous apporte-t-il la sensation grisante d'être un vrai de vrai, un affranchi? Il est temps d'enfiler son plus beau costard sur mesure, de faire la bise à la mama et de préparer son Tommy Gun dans un étui à violon. Bienvenue dans la famille. Allez les gars. Allez les gars. Bon, soit vous nous aidez, soit vous fermez vos gueules. On va leur donner une bonne leçon. Je m'appelle Vito Scaletta. Je suis né en Sicile, en 1925. La famille Scaletta quitte sa Sicile natale où le fascisme monte en puissance pour aller à la rencontre du rêve américain dans la ville de tous les vices, Empire Bay. Devant notre maison. Mais voilà, le petit Vito ne compte pas suivre son père dans la belle et honnête voie de Docker et fait les 400 coups avec son ami, Joe Barbaro, et ça finit par tourner mal, comme on pouvait s'y attendre. Avec le temps, Joe et moi, on s'est liés d'amitié. Un casse de bijouterie l'entraîne à choisir entre la prison ou la guerre en Sicile, où l'on a besoin de gens qui parlent la langue. Évidemment, Vito ne compte pas ses journées derrière les barreaux et opte pour le treillis. Au final, il rentre au pays pour une permission et retrouve sa famille et son vieux copain Joe. Ce dernier n'a pas perdu son temps puisqu'il est passé du statut de petite frappe à gangster en puissance et trouve pour Vito de faux papiers de démobilisation.
puis je vais payer avec quoi? C'est réglé, t'inquiète. C'est ici que commence la véritable histoire qui nous entraînera à travers les quatre coins de la ville et les méandres tentaculaires de la mafia. Merci. On suit le parcours de Vito, beau gosse à l'italienne, qui rappelle gravement Marlon Brando en son temps, du vol de voiture pour récupérer des pièces détachées à l'assassinat pur et dur. Ferme ta putain de gueule! À travers le blanchiment d'argent sale, le racket et même le vol de coupons d'essence, Vito se fera un nom, taché de sang certes, mais un nom quand même, et ne finira pas comme son père tué à la tâche, quoique. Mais ce n'est pas tout, car hormis le business, il y a la famille à gérer. Les déboires de la petite sœur avec son mari, la maman qui refuse de voir son fils tomber dans la délinquance et qui se fait du mouron. Encore te mettre dans les ennuis avec ce Joe. Et si vous vous posez la question, oui, l'histoire de Mafia 2 a bien un rapport avec le premier. Mais vous le révéler serait beaucoup trop facile et pas assez jubilatoire. Bonne nuit, les putains. Je veux surtout pas finir comme mon père. Oh non! Si une chose interpelle dès le lancement du jeu, et c'est le point fort de Mafia 2, c'est bel et bien sa mise en scène. Plus qu'une expérience vidéoludique, le soft propose une réalisation et des dialogues qui lui confèrent une vraie dimension cinématographique, à la hauteur des films de Martin Scorsese. C'est un métier risqué. Si ça vous plaît pas, vous pouvez toujours aller travailler comme des cons sur les quais. Bien qu'archétypaux, les personnages principaux donnent une vraie profondeur au jeu. Il y a bien sûr Vito Scaletta, notre héros, qui est plutôt posé et réfléchi, Joe Barbaro, l'ami qui croit toujours avoir les bons plans, mais qui finissent toujours en fusillade, Elle va nous rapporter de la fraîche. Monte. et Henry Tomasino, le tueur froid mais ami fidèle, qui aime le travail bien fait. Vous l'aurez compris, les cinématiques sont nombreuses et les phases de voiture regorgent de dialogues croustillants. La seule chose à déplorer est la synchro labiale, qui est passablement à la ramasse. Mais les voix françaises, rassurez-vous, ne gênent en rien l'immersion. Calibre 7,92. Le jeu est réparti en une quinzaine de chapitres, un choix de découpage logique, certes, mais ultra linéaire. Grosso modo, il se résume à aller d'un point A à un point B en voiture pour rencontrer quelqu'un, suivi d'un gunfight, et tout le monde rentre se coucher avec des sous-sous plein les poches. Évidemment, il y a des chapitres qui sortent un peu du lot, notamment le premier qui se déroule pendant le passage de l'armée de Vito, et un autre où l'on découvrira les joies de l'univers carcéral et de ses combats clandestins. D'ailleurs, les combats à main nue sont plutôt bien faits, et les finish moves impressionnants. Très peu de quêtes annexes dans Mafia 2, les plus intéressantes se limitant à collectionner les posters de pin-up, même si on connaît des rédacteurs à No Life qui seraient capables de faire le jeu rien que pour ça. Les passages en ville ne sont pas des plus folichons, on ne fait que se déplacer en voiture, accompagné ou pas. D'ailleurs, le maniement des voitures, comme des armes, se veut très proche de la réalité de l'époque. Oubliez donc les courses sur les trottoirs à 150 km/h et les dérapages au frein à main. On conduit comme un honnête homme. Qui a dit comme un vieux papy? Au point même que les développeurs ont intégré un limiteur de vitesse pour être sûr de rester dans la plus totale légalité. De toute façon, on a plutôt intérêt à ne pas faire n'importe quoi, parce que la ville regorge de flicailles qui est prête à vous mettre une contravention si vous les dépassez un peu vite. Mais bon, on s'en moque, après tout on fait partie de la mafia. Alors un petit billet dans la poche du monsieur pour son association caritative, et l'affaire est vite oubliée. Merci pour Et même si parfois à force de trop foncer dans le mur, on bousille le moteur de son véhicule, on peut le réparer ou prendre une autre voiture, soit en brisant la vitre à l'ancienne, soit au rossignol. Dans la ville elle-même, il n'y a que 3 choses à faire. Faire un tour au garage pour repeindre sa voiture, modifier les plaques si elle est fraîchement volée, changer les jantes et mettre un petit coup de boost au moteur. Aller dans un magasin de fringues chicos, bah oui, on est un mafioso après tout. Si vous trouvez votre bonheur, faites-moi signe. Ou se rendre à l'armurerie, histoire de faire le plein de munitions avant une vendetta. Ceci fait, on arrive dans le cœur du sujet, le gunfight. Sans être extraordinaire, le gameplay reste très efficace et on prend beaucoup de plaisir à faire manger des pruneaux à ses rivaux accompagnés de ses amis. Par contre, il faut prendre garde à bien se planquer derrière les éléments du décor, parce que la mort arrive vite, très vite. Il est mort. Mais n'ayez pas peur, les sauvegardes automatiques sont nombreuses et on ne reprendra donc pas très loin. Et pour finir, un petit mot sur la bande-son. Celle-ci est juste au top de ce qu'on pourrait espérer, avec notamment un choix entre 3 radios, allant du bon gros jazz de Big Bang à l'époque des crooners sirupeux. Mais tout n'est pas parfait, malheureusement. On déplore par exemple des petits frises qui peuvent se révéler très agaçants, de nombreux bugs de collision qui laisseront la voiture coincée dans le mur, idéal pour se faire pourrir en cas de course-poursuite avec les forces de l'ordre, et puis l'aliasing un peu partout qui risque d'en faire sursauter plus d'un, avec pas mal de flou pour cacher la misère. Mais attention, ces critiques ne sont valables que pour les versions consoles. La version PC, qui bénéficiera entre autres du dernier moteur Physics, est largement plus jolie à regarder. Bonjour, Vito.
Finalement, Salut, on Franny. oublie très vite cette impression d'open world manquée pour être bien plongé dans les méandres de la mafia. Évidemment, il y a des choses qui nous manquent. On aurait bien aimé un mode multijoueur par exemple. On regrette aussi que Tuketchek n'ait pas donné plus de profondeur à la ville où finalement il n'y a pas grand chose à faire. Mais si vous cherchez un bon jeu à ambiance, pas de doute, Mafia 2 se pose là. Tout ce qu'on voulait voir s'y trouve et rien que pour ça, on continue à jouer. Alors forcément, on trouve ça court, surtout quand le jeu est composé de 15 petits chapitres, donc à peu près 10 heures de jeu. Mais rassurez-vous, 2 DLC sont déjà sortis. De quoi rallonger la durée de vie un peu faiblichonne de ce soft. Au final, on éteint sa console comme si on avait vu un bon film, mais sans plus. Avec quand même l'envie de manger des pâtes bolognaises. Bon, c'est un peu la cata, quoi. On s'est entendu sur rien, on n'a pas d'idée. Le seul truc sur lequel on est à peu près d'accord, c'est qu'il fallait sortir de la cave. Et t'avais même oublié au début, pour te dire. Donc c'est un peu... Et Alex, il en pense quoi, lui, de ça? Alex, bah, il faudra qu'on attende qu'il revienne du TGS. Peut-être qu'il aura une idée, lui. Ouais, il aura une idée. Ouais, puis d'autant plus qu'il faut qu'on ait un concept carré, parce qu'on a quoi La prochaine, on a la critique de Dead Rising 2, on va avoir aussi un 3 minutes pas plus, Showtime, un money shot spécial, potentiellement des invités. Donc ouais, on a un beau contenu, quoi. Ouais. Il faut un concept, Oh bah, il n'y a plus qu'à. Exactement. Il n'y a plus qu'à. Faut se motiver, quoi. Sinon, les spectateurs, ils vont être déçus. Eh, Jonathan, écoute ça, concept de ouf. 18+, c'est quoi? C'est de la violence et du cul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'appelle mon collectif d'infirmières, je les fais venir sur le plateau. Pendant les plateaux de lancement, elles dansent comme ça, elles se gouinent, elles font n'importe quoi. Et pour peu qu'on ait à lancer un jeu un petit peu plus malsain, un petit peu plus darkness, qu'est-ce qu'on fait? On coupe la lumière, 2-3 traces de ketchup, bim, Silent Hill. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est pas belle? Ouais. Attends, le concept de ouf malade.